Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine au travail ou à l'école et que tout se passe bien dans votre petite vie. Moi ça va plutôt bien et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horreur. Comme d'habitude, je vais vous raconter 3 threads d'horreur. Il y en a un qui est paranormal, un autre qui est peut-être paranormal et le 3e se passe en pleine urbex. Du coup, comme d'habitude, installez-vous confortablement, réchauffez-vous avec votre petit plaid, préparez de quoi manger, de quoi boire et surtout éteignez toutes les lumières pour être dans l'ambiance. Fermez votre porte à clé, on ne sait jamais. Et nous, on est parti pour la première histoire. Bonjour, je précise que cette histoire est complètement réelle. Hier soir, le 10 mars 2023, je suis rentrée chez moi, heureux d'être en week-end. J'ai écouté de la musique et mangé avant d'aller me coucher vers minuit. Jusqu'ici, une soirée normale. Je me suis assez facilement endormie et je dormais vraiment profondément. Mais au bout d'un moment, un bruit parasite et répétitif m'a réveillée. Comme si quelqu'un toquait à la fenêtre de ma chambre. Sur le coup, je me dis que c'est pas possible, étant donné que j'ai bien fermé mon volet avant d'aller me coucher. Mais le bruit persiste. Et une lumière inhabituelle m'éclaire, semblable à la lumière d'un téléphone, d'un flash ou d'une petite lampe de poche. Je me retourne vers ma fenêtre et à ma grande surprise, je vois un homme qui essaye de s'introduire dans ma cour, à ouvrir mon volet et à s'encastrer dans l'encadrement de ma fenêtre. Il est là, accroupi et plié dans l'encadrement de ma fenêtre, me fixant en train de dormir. Je suis littéralement pétrifiée. Je ferme les yeux en espérant que ça soit qu'un rêve et quand je les rouvre, je le vois et l'entends toquer à ma fenêtre avec insistance, en me faisant le signe coucou avec la main dans laquelle il tient son téléphone. Il continue sans cesse de toquer et de me faire ce geste de la main. Alors je ferme les yeux et il arrête. Et quand je rouvre les yeux, il recommence. Je comprends alors qu'il s'arrête uniquement à condition que je le regarde sans le lâcher du regard. Je me retourne pour prendre mon téléphone et l'éclairer. Mais dès que j'arrête de le regarder, il recommence à toquer à ma vitre encore plus fort, comme pour attirer mon attention. Il m'est impossible de voir son visage entièrement, comme si une lumière ou un reflet m'en empêchait. Mais je vois tout le reste du corps. Il a réussi à se plier pour entièrement rentrer dans l'encadrement de ma fenêtre. Je reste figée de panique et d'incompréhension pendant bien 1 minute, le fixant, me demandant ce qu'il pouvait bien me vouloir. Était-il en danger? Me voulait-il du mal? Qui était-ce? Comment avait-il réussi à ouvrir mon volet pour s'installer sur le rebord de la fenêtre? Je l'ignorais et je suis vite allée réveiller ma mère pour lui en parler. Et quand je lui raconte, elle n'a pas l'air très surprise quand je lui dis qu'un intrus me fixe en train de dormir. Elle tente même de me rassurer en me disant « Oh, t'inquiète pas, tu as sûrement fait un rêve. » Mais je ne suis plus un enfant qui va voir sa maman quand il fait des cauchemars. Je suis entièrement sûre que ce que je viens de voir est réel. Mes rêves ne ressemblent pas du tout à ça. Et selon moi, il est tout à fait normal que je prévienne ma mère qu'un intrus s'est introduit dans notre cour pour nous regarder par la fenêtre en pleine nuit. Alors je demande à ma mère de me suivre dans ma chambre pour lui prouver que c'est réel. Quand on arrive, je vois le volet grand ouvert, mais l'homme n'est plus là. Il a disparu sans aucun bruit. Et comme je vous l'ai dit, le volet est grand ouvert. Alors que comme je l'ai précisé au début de l'histoire, je l'avais bel et bien fermé avant d'aller me coucher. Et c'est la seule petite preuve du passage de ce mystérieux individu qui avait l'air d'absolument vouloir entrer en contact avec moi pour je ne sais quelle raison. Encore aujourd'hui, j'ignore qui était cet homme. Comment a-t-il réussi à escalader le mur et à se plier tel un gymnaste pour entièrement entrer dans l'encadrement de ma fenêtre? J'ignore ce qu'il voulait et comment il a réussi à trouver ma maison. Était-ce une simple blague de la part d'une de mes connaissances? Ou bien une personne en réelle détresse qui avait besoin qu'on lui ouvre? Peut-être une personne déséquilibrée qui aime fixer les gens dormir la nuit? Après cet événement, je n'ai pas réussi à bien dormir. Et j'ai peur que ça recommence. Car si des gens réussissent à s'introduire chez moi en escaladant le mur et réussissent à ouvrir des volets ou des portes qui sont pourtant bien verrouillées, alors je ne suis pas en sécurité dans ma propre maison. Et ça pose un réel problème. Sous le coup de la panique, je n'ai pas pensé ni eu le temps de prendre une photo et je pense que de toute manière, il aurait eu le temps de prendre la fuite pendant que j'aurais pris mon téléphone pour le prendre en photo. En tout cas, si ce genre d'événement se reproduit, je vous tiendrai au courant. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'en aller vivre dans un bunker. Parce que si on peut même pas être tranquille pour dormir, moi à mon avis, cette personne, elle n'avait pas besoin d'aide en soi, parce que sinon elle aurait crié, elle aurait essayé de communiquer avec sa voix, je sais pas. À moins que peut-être c'est un muet, hein, je sais pas. Mais moi je pense juste que c'est quelqu'un de
un petit peu dérangée. Et je trouve que la réaction de la mère, ouais, on sait que quand on est enfant, on s'imagine beaucoup de choses, on croit voir des choses et tout, mais quand même, si ta fille te dit y a quelqu'un devant ma fenêtre qui fait que toquer et qui est accroupi dans l'encadrement de ma fenêtre, je sais pas, parce que la mère ne la croyait pas avant même d'aller voir. Je sais pas, mon neveu me dit ça, moi je déboule en panique dans sa chambre. Donc bon, écoutez, il y a des parents, ils sont dans leur monde, voilà, tout va bien. Il y a quelqu'un devant ta fenêtre. Oh, c'est pas grave ma fille. Il te regarde dormir. Oh, mais c'est pas grave, ça te fait de la compagnie. Faut partager dans la vie ma fille, c'est important le partage. Mais tu vas te réveiller, oui. En tout cas, cette histoire m'a fait penser à une histoire que je vous ai racontée il y a longtemps, genre il y a 100 ans ou 1000 ans, quand je faisais des vidéos un petit peu plus souvent. Mais par contre là c'était une histoire paranormale, c'était une créature étrange, une bonne femme je crois, qui regardait dormir la personne devant sa fenêtre. Si l'histoire vous intéresse d'ailleurs, je vous la mets juste là ou là. Et puis nous on est parti pour la deuxième histoire qui est une histoire paranormale. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour, j'ai plusieurs fois entendu parler de gens qui racontaient leur histoire personnelle sur ce Reddit. Je viens de m'inscrire et c'est uniquement pour partager mon expérience personnelle qui, je pense, pourrait vous intéresser. Avant tout, je tiens à préciser que cette histoire s'est passée sur plusieurs années et qu'elle concerne plusieurs membres de ma famille, surtout moi, donc je garderai notre anonymat. C'est une histoire entièrement vraie, je n'aurai vraiment aucune raison de mentir, surtout en parlant de ma famille. Pour vous exposer le contexte, cette histoire a commencé en 2011. J'avais 9 ans à l'époque et j'habitais dans le sud de la France. Je venais de perdre mon papa après un long combat de 2 ans contre le cancer. Les chimios, les pleurs, les disputes, les déceptions, toutes ces choses ont été quotidiennement ajoutées entre les murs de notre pauvre maison louée. Et cela sans même parler de l'état déplorable de la maison en elle-même. Soit, il ne restait donc plus que mon frère, 7 ans, ma mère et moi. On le sait tous, à l'âge de l'enfance, on voit et on entend plus de choses que les adultes. Ça avait d'abord commencé avec le chat de la famille. Et sans blague, c'était un chat noir aux yeux verts, un peu dans le style oriental. Elle s'appelait Nyx, je la surnommais Nixie, et elle ne supportait pas les enfants. Autant dire que pour mon frère et moi, ce chat était très distant. Nyx était l'ombre de mon père de son vivant. Elle restait collée littéralement à lui toute la journée et toute la nuit. Et puis, quand mon père est décédé, ça a été un déclic. Nixie est devenue super proche de moi, aussi proche qu'elle était avec mon père. Le chat se mettait littéralement derrière ma tête la nuit pour que je me cogne pas contre le sommier de mon lit devenu trop petit. Pour mon frère et ma mère, rien n'a changé vis-à-vis de ce chat. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un chat ? Parce que c'est à partir de ce déclic d'attachement que des choses étranges ont commencé à se produire. Pour un énième détail, mon papa avait essayé d'apprendre à jouer du piano avant son décès. Son professeur particulier venait souvent à la maison et mon papa avait acheté un petit piano électrique. Après son décès, j'ai récupéré ce piano et j'ai essayé d'apprendre à y jouer aussi. Et un jour, alors que j'étais triste, je me suis remise devant ce piano. À 9 ans, croyez-moi que je ne jouais rien de palpitant, à part tapoter les touches bêtement. Mais ce jour-là, alors que je pleurais, une des touches aiguës a commencé à résonner. Comme si elle était bloquée vers le bas. C'est un piano électrique, je me rappelle. Donc, tant qu'on appuie sur la touche, le son continue. J'ai eu vraiment très peur. Alors j'ai débranché le piano. Le son a continué encore 30 secondes avant de se taire. Le chat était toujours là, près de moi. Les mois sont passés et les événements se sont multipliés. Je ne sais pas vraiment quel âge j'avais à ce moment-là, mais je me rappelle encore de pas mal de choses. Par exemple, j'avais un chien, une dalmatienne. On l'avait adopté au début du cancer de mon papa. Donc, après son décès, ce chien devait avoir environ 2 ou 3 ans. Bref, j'étais dans ma chambre et je m'étais mise dans le panier du chien avec lui. J'étais encore petite, alors vous comprenez bien cette envie de se poser dans un panier pour chien 3000 fois plus grand que soi. Le temps passait et d'un coup, j'ai commencé à entendre 3 coups qui frappaient au même rythme. Toc, toc, toc. Ma première pensée était, ça doit être le chien. Elle a dû remuer la queue et le sol a été frappé 3 fois. Donc après m'être redressée, je décide de me recoucher contre mon chien. Et quelques secondes après, j'entends 5 coups, beaucoup plus rapides et beaucoup plus agressifs. Toc 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 toc. Je sursaute et le chien aussi se réveille. Alors je me lève pour analyser la situation. Le bruit semble clairement venir du mur qui est à côté du panier où je suis. Ce même mur qui appartient à la chambre de mes parents. Je vais donc voir dans la chambre de mes parents et il n'y a
personne. Mais au fur et à mesure des mois, les bruits contre le mur augmentent en nombre. Malgré que j'en parle beaucoup à ma mère, elle veut sûrement me protéger ou alors ne croit juste pas à cette histoire. Et donc, elle me dit que c'est sûrement les rats du grenier qui grattent dans le mur. À préciser que je n'ai absolument jamais eu accès à ce grenier, sous prétexte qu'il y avait des trucs radioactifs. Et forcément, mon âme d'enfant a bien voulu croire cette histoire. Je précise aussi que j'ai grandi dans une famille catholique et que ma mère est très croyante. Maintenant que je suis un adulte, on parle de ces choses ouvertement, mais je pense qu'à l'époque, elle ne voulait pas traumatiser ou influencer son enfant en la concertant dans des phénomènes paranormaux plausibles. L'âme d'un enfant est facilement influençable, et je pense qu'elle ne voulait pas me mettre ces choses terrifiantes en tête, et surtout que je m'en convainc. Elle ne m'a jamais dit qu'elle me croyait, et elle m'a jamais posé de questions sur ce que je voyais. Mais aujourd'hui, en discutant avec elle, je vois bien que ces choses-là la terrifiaient aussi. Mais je pense qu'elle ne voulait pas le montrer. En discutant avec elle, ma mère m'a avoué que elle aussi a vécu des choses sans savoir les expliquer, et sans même les accepter d'ailleurs. Elle a commencé à m'en parler seulement vers mes 18-19 ans. Par exemple, il y a eu une nuit où notre chien a commencé à venir réveiller ma mère. Bave à la gueule et croc sorti. Le chien était clairement paniqué. La chienne avait entendu un bruit venant du garage et a forcé ma mère à la suivre. Ma maman était femme au foyer avec 2 enfants dormant avec elle. Celle-ci a dû suivre le chien avec ce genre de grande lampe noire lourde comme une matraque. Si quelqu'un était entré pour voler ou faire du mal à sa famille, elle était la seule capable de nous défendre. Une fois arrivé dans le garage, le chien avait les poils hérissés et la bave aux lèvres. Pourtant, ma mère n'a absolument rien vu. Pas de lumière allumée, pas d'animal coincé dans le garage et aucun objet suspect. Seulement la machine à laver qui tournait en tapant légèrement le mur à chaque tour. Cette machine tournait souvent. Je ne comprends toujours pas pourquoi notre chienne a été autant paniquée. Ma mère non plus d'ailleurs. Je parle très peu de mon frère car celui-ci n'a rien vécu de particulièrement notable. C'était malheureusement celui qui avait été le moins en lien avec mon père, et ça depuis bébé, pour de nombreux facteurs. Je crois que dans toutes ces choses bizarres que j'ai vécues, 2 événements m'ont particulièrement marqué. Je ne vais pas m'étaler sur les claquements de porte, les coups dans le mur, les bruits de pas sur le parquet quand tout le monde dormait la nuit. Ce sont des événements plutôt explicables. Je précise que Nix, mon chat, est décédé peu de temps après mon papa, vers début 2012, d'un cancer aussi. Et donc pour en revenir où j'en étais, un de ces 2 événements s'est passé vers mes 10-11 ans, en 2012. Cela faisait 1 an que mon père était décédé et nous avons dû déménager de cette maison. Ce jour-là, j'étais pas présente. C'est ma mère qui a vécu ça. Mon frère et moi étions déjà dans notre prochaine maison, en Belgique. C'était le dernier jour pour rendre les clés, alors ma maman a décidé de faire un dernier tour des pièces pour faire l'état des lieux et vérifier de ne rien avoir oublié. Et c'est là qu'elle est entrée dans la dernière pièce à visiter, la salle de bain. Et là, au fond des toilettes, se trouvait un énorme rat mort. Un rat, oui, un seul rat de la taille d'un petit chien, noyé au fond de l'eau froide de la cuvette. L'animal était visiblement tombé dans l'eau et n'avait pas pu ressortir. Cette scène a profondément horrifié ma mère, étant donné qu'il n'y avait pas un seul accès à la salle de bain autre que par l'entrée. Est-ce que cela impliquait que le rat se baladait dans la maison avec nous depuis tout ce temps? Ce fut seulement vers mes 15 ans que ma mère m'a annoncé que oui, les rats étaient en fait les animaux préférés de mon père, aussi bizarre que ce soit. Voilà, je vous ai raconté tous les moments étranges. C'est assez décousu, je m'en excuse. Une série d'événements qui se déroulent au fil des années est difficile à écrire. Après avoir déménagé en Belgique, d'autres événements encore plus étranges se sont produits. Au final, cette histoire fait peut-être penser à un problème de squat, mais les problèmes ont continué, même en changeant de pays. Eh bien, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que ça serait des coïncidences et que une chose en entraîne une autre et que plus il y a de choses, plus on grossit les événements et plus on se fait des films? Ou alors, est-ce qu'il y a bien des phénomènes paranormaux dans cette maison, ou plus précisément dans cette famille? Je ne sais pas. En tout cas, si jamais c'est des phénomènes paranormaux, ce qui peut nous rassurer, c'est que c'est pas des phénomènes agressifs en soi. J'ai pas l'impression que la famille est vraiment en danger, pas du tout même. J'ai plus l'impression que peut-être éventuellement, je sais pas, l'âme du défunt papa errait peut-être dans la maison, en tout cas une sorte d'énergie. Donc bon, l'important en tout cas c'est que ça soit des coïncidences ou que ça soit vraiment des phénomènes paranormaux, au final il n'y a aucun danger en fait dans la maison. Alors oui, à vivre ça doit être hyper flippant, hein. Moi j'aimerais pas vivre ça, mais au final j'ai vraiment pas l'impression que la famille est en danger. En tout cas, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis nous, on est parti pour attaquer la 3e et dernière histoire.
Bonjour, je me présente à vous sous mon pseudo Zaros ou Romain, mon deuxième prénom. C'était il y a à peu près un mois, en fin février, début mars, retour des vacances. Un week-end, je suis partie en urbex avec 3 de mes amis dans 2 lieux. Un immeuble hôtel et ce qu'on pensait être un ancien abri antinucléaire sous les rails dans la forêt. Avec mes amis, nous avons 2 règles plus importantes que les autres. La première, ne pas crier par peur, juste être discret et invisible. Et la deuxième, rester toujours groupés. Nous sommes samedi et ce jour-là, nous avons décidé de partir en urbex à vélo. Donc, nous sommes allés à cet hôtel immeuble abandonné, mais à notre arrivée par l'arrière du bâtiment, la porte de secours était fermée avec un cadenas à clé. On réfléchit un moment et on se dit que passer devant l'entrée principale serait vraiment débile, car les personnes sur la rocade nous verraient et forcément, on prenait le risque de se faire allumer car on n'avait rien à foutre là. Vu que je précise qu'il y avait certes un grillage avec un trou dedans, mais il y avait bien un panneau interdit. Donc bon, on essaye de trouver une solution et on se rend compte qu'il y a un petit garage ouvert. On décide donc de rentrer malgré le bazar infernal et en fouillant, mon ami qu'on appellera Josh trouve une caisse avec une boîte de CD et sur la boîte, on voit des inscriptions sataniques qui sont écrites dessus. On n'y prête pas vraiment attention et on va donc au deuxième lieu, le potentiel abri antinucléaire dans la forêt. Donc, on y entre, mais on va pas de l'autre côté, car je l'avoue, on n'est pas tellement confiant. Donc, on visite un peu les lieux et on termine la journée avec une balade agréable. Dimanche. Ce jour-là, on s'est donné rendez-vous à notre QG, il était en hauteur et près d'un parc. On discute sur la visite d'hier, le fameux abri antinucléaire, et on se dit qu'il faudrait quand même aller de l'autre côté. On est tous d'accord, sauf mon deuxième ami qu'on appellera John. Donc au final, on va sur le site qu'on doit visiter juste à 3. Moi, Josh et ma troisième amie qu'on appellera Victoire. Arrivés sur les lieux, on traverse l'autre côté qu'on n'avait pas visité, mais c'est pas vraiment intéressant. Mais ce qui l'est un peu plus, c'est qu'à notre gauche, il y a 2 creux dans ce tunnel. Un au début et un à la fin. Voilà, encore une fois on visite un peu les lieux et on termine la journée avec encore une petite balade. Le week-end de l'enfer. Samedi. Le week-end suivant, nous avions décidé de refaire les 2 endroits que nous avions visités. Donc, nous voilà devant le bâtiment, et comme on pensait que la porte était fermée, on fouille donc encore dans le garage pendant 2 minutes, sans faire trop de bruit. Mais à un moment donné, John remarque que la porte est ouverte. Alors, on décide de visiter toute l'allée, et c'est immense. Et au 4e étage, quand j'arrive devant la porte neuve, je comprends qu'il y a un problème, car il n'y a aucune porte dans le bâtiment, et les seules qu'il y a sont sales et rouillées. Donc, avec Josh, on décide de contourner et d'être face au mur qui ne donne pas sur l'autoroute, mais sur une usine. À préciser que je ne savais pas où donner ces murs. Donc on se colle à la paroi et je regarde ce qui se passe de l'autre côté de la porte bleue. Et là, je vois ce qu'il semble être une secte satanique, où ils sont une dizaine autour d'un feu, et dans un coin, je vois un homme vêtu d'un vêtement semi-clown, semi-mime. Et à ce moment-là, je ressens des regards sur moi. D'un coup, j'ai le réflexe de me baisser, et je dis à Josh de dire à Victoire et John de se cacher dans la pièce d'en face, là où nous sommes cachés. Et à ce moment-là, on entend que la porte s'ouvre et se claque. Et là, on s'enfuit en courant le plus vite possible. Après ça, en rentrant à notre QG, on essaye de rester rationnel et on se rassure en se disant que ces personnes devaient juste jouer à un jeu. Et on rentre chez nous. Dimanche. Nous sommes donc dimanche et nous avons décidé de ne pas retourner dans l'hôtel, mais de plutôt retourner voir l'abri. Donc nous y allons et quand nous sommes sur place, dans le 2e trou, je trouve l'homme déguisé en clown qu'on avait rencontré hier, en train de casser le bras d'un gars qui portait une tunique blanche et qui avait l'air clairement mort. Et là je dis à tout le monde de s'enfuir le plus loin possible dans le bâtiment. En panique, on court pour aller à la 2e salle, en face de celle où on avait trouvé la secte. Mais quand on se dirige vers la cage d'escalier, on trouve du sang et des morceaux de tunique blanche arrachés. Alors on monte les escaliers en courant et en arrivant au dernier étage, on trouve la fameuse porte bleue entrouverte. On regarde de plus près et on voit les membres de la secte à terre, paraissant sans vie. On se met à traverser la salle et on entend le gars bizarre déguisé en clown rentrer dans la salle. Mais heureusement, au même moment, on entend les gendarmes arriver dans la cour. Donc on décide de s'enfuir par l'escalier de secours et on tape notre meilleur sprint. Aujourd'hui, on en rigole. Mais sur le moment, croyez-moi, on était plus blanc que les tuniques de cette secte. Eh bien, quelle aventure! En tout cas, cette histoire est vraiment folle. J'avoue que ça me paraît un peu gros. Un délire de secte, comme par hasard, dans un lieu abandonné, avec en prime un mec qui est déguisé en clown, enfin mi-clown, mi-mime. Histoire étrange quand même. Mais en tout cas, que ça soit vrai ou pas, c'est une bonne histoire en vrai. Je n'aurais pas voulu la vivre. Hein. Mais ouais, comme je l'ai dit, l'histoire est vraiment folle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou pas? Moi, je sais pas, j'ai des doutes, mais après tout, je n'étais pas là.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et d'ailleurs si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez ma foi me retrouver pour ces petits moments de frisson, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous connaissez des gens qui aiment l'horreur, n'hésitez pas non plus à partager. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!